Patrick Chestonnet, vous êtes professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Bordeaux et vous venez donc de publier un livre intitulé « Les racines libertaires de l'écologie politique », dans lequel vous présentez 5 auteurs que vous considérez comme étant un peu les fondateurs de cette pensée de l'anarchisme libertaire politique. Donc, dans la dernière vidéo, nous avons évoqué le nom de Jacques Ellul. Et puis Jacques Ellul présente souvent son ami Bernard Charbonneau comme étant, dit-il, un des penseurs les plus importants de son époque. Or, il est relativement peu connu du public, malgré la vingtaine de livres qu'il a écrits, peut-être parce qu'encore plus que lui, il a été intransigeant dans son refus des codes du monde intellectuel. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? Oui, je crois que vous avez raison sur les raisons qui font que ça reste un inconnu. Et c'est dommage, mais disons que la tendance, le temps joue pour lui à l'heure actuelle. Pour le présenter en 2 mots, bon, c'est vraiment pour le coup, c'est lui qui est, si reclus, est le précurseur de l'écologie politique en France. Lui, il est le fondateur de l'écologie politique en France. Certains le disent et le reconnaissent parmi les historiens, et d'autres le négligent ou même l'oublient, et ils ont tort. Puis il n'y a pas que les historiens, d'autres, ils refont l'histoire. Non, il est au centre parce que lui, pour le coup, il est l'auteur dès 1937, alors non pas d'un ouvrage parce qu'il n'est pas publié, mais d'un texte qui faisait 70 pages, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle « Le sentiment de la nature, force révolutionnaire » et qui est vraiment là un manifeste écologiste. Et là, utile de vous dire qu'en 1937, eh bien, il a quand même pas mal d'avance par rapport à des gens tout à fait estimables, que sont par exemple André Gortz, René Dumont, Moscovici, Edgar Morin, ou que sais-je encore. Hein. Donc, de ce point de vue-là, ça c'est l'élément central. Et sans être trop long, il était géographe de formation, il était bordelais d'origine. Et ce qui explique aussi sa marginalisation, c'est que, outre son caractère impossible, il a fait tout ce qu'il fallait pour rester dans l'anonymat. C'est qu'il est parti, alors déjà il était à Bordeaux, il avait été nommé d'ailleurs au lycée Montaigne, enfin il a eu un poste à Montaigne. Il n'a eu de cesse que de s'exiler dans les endroits les plus reculés des Pyrénées. Et même il a fait, d'ailleurs sa femme a parlé de carrière à l'envers. Il avait commencé une thèse et puis bon, il ne s'entendait pas avec son directeur de thèse qui voulait lui imposer une thèse finalement d'une biographie à l'ancienne, etc. Bon, bref, il est vraiment un cas à part et c'est dommage parce qu'il est l'auteur de livres vraiment remarquables, je pense d'ailleurs pour le versant écologique, un très beau livre. Ça fait partie des livres quand même qui ont été publiés de son vivant, ils ne sont pas nombreux, et dans une bonne maison d'édition, c'était Le Jardin de Babylone. Et ce livre, on peut toujours le relire, et il est aussi très bien écrit, il a le sens de la formule. Voilà, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Enfin, il y a bien d'autres choses, mais c'est déjà une entrée en matière. Comme tous les auteurs que vous présentez dans votre livre, la nature et le contact avec la nature jouent un très grand rôle dans sa pensée, dans son parcours. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une des grands problèmes de notre monde moderne, contemporain, c'est que les gens ont perdu ce contact avec la nature parce que la nature est porteuse d'un certain nombre de valeurs? Oui, parce que pour lui, si vous voulez, ce qui est central, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'en réalité, sa grande idée aussi, enfin, il y en a 2. Hein. La première, c'est ce qu'il appelle la grande mue, c'est que l'accélération du progrès scientifique et technique modifie radicalement la condition humaine. Mais la seconde idée, c'est que finalement, ce progrès, ce qui menace, ce n'est pas tant la nature, au sens des petits oiseaux, et encore que, il n'y a pas à ironiser là-dessus, mais c'est la liberté humaine dans le sens où, pour Charbonneau, cette liberté ne s'éprouve
que lors de la confrontation de l'homme avec la nature. C'est ça où, justement, là, il touche du doigt un élément absolument essentiel. C'est-à-dire que priver l'homme de nature, c'est le priver de sa liberté. Et ce qu'il montre, c'est qu'en réalité, il y a eu une substitution. Il y a eu, d'ailleurs c'est le titre d'un de ses recueils d'aphorismes, la mise en place d'une seconde nature. Et la seconde nature, c'est la société. Et finalement, les contraintes, il y a eu un marché de dupes, les contraintes de la société, qui sont les contraintes de la seconde nature, à l'usage et dans notre monde, technique et scientifique, eh bien, sont plus pesantes que les contraintes de la nature antérieure. C'est ça son idée. Alors, Bernard Charbonneau, vous dites qu'il était vraiment très proche de Ellul, mais il ne partageait pas la foi de Ellul, même s'il était d'origine protestante. Mais dans son livre, il y a quand même beaucoup de références religieuses. Alors, quelle était la place de la religion dans sa pensée? Ah oui, là, c'est vraiment un drôle de cas, celui-là. Parce que c'est vraiment curieux. Alors, il s'est disputé, on peut le dire, avec Ellul tout au long de sa vie, hein, depuis le début là-dessus, sur la question de la foi. Alors, c'est un drôle de personnage là-dessus. D'abord, c'est quelqu'un... Alors, il a une connaissance de la Bible que beaucoup de catholiques ou de chrétiens pourraient lui envier, hein, et de protestants hein, actuels. Il a vraiment remarquable. Bon, puis en plus de la mythologie grecque, etc. Mais en plus, c'est qu'il fait il fait sa prière. Il a fait, je ne sais plus, c'était à 12 ans, enfin, il a fait le serment, et on me l'a confirmé, qu'il l'a tenu, et vu son caractère, il a dû le tenir, c'est de faire ça. Il faisait sa prière tous les soirs. Bon, ça, c'est quand même un élément fondamental. Et puis ensuite, il a une hostilité. C'est que dans le courant écologiste, il y avait des courants panthéistes. Hein. Il y avait notamment un certain Robert Hénard avec qui... Et pour lui, le paganisme, c'est-à-dire que pour lui, il se définit comme post-chrétien. Post-chrétien ou agnostique. Mais il a toujours l'idée que Jésus est notre frère, et que toute religion après le christianisme ne peut être qu'un paganisme, ou ne peut être qu'un appel à l'irrationnel et à tout ce qu'il y a de... Alors vous voyez, et pourtant Dieu sait qu'il mène la critique de la science et de la technique, mais ce n'est pas pour verser dans un irrationalisme ou sectaire ou des choses délirantes. Il y a un élément aussi qui est central chez lui, mais on a peut-être l'occasion d'y venir, c'est... je pense que ça répond peut-être à la question quand il a tendance à penser que Jésus a placé la barre trop haut. Et c'est sa lecture, ses textes sur le grand inquisiteur. Là, je crois que c'est une notion très importante. Alors, le grand inquisiteur, donc, c'est cette fable racontée par Dostoïevski, dans lequel, finalement, Jésus revient au temps de l'Inquisition, il est enfermé, il y a le grand inquisiteur qui va le voir, et qui lui dit « Mais tu prêches la liberté, mais la liberté n'est pas possible. La liberté, c'est pas raisonnable de prêcher la liberté. » Et donc, le grand inquisiteur dit « Écoute, la religion a essayé d'encadrer les humains en se passant de la liberté, ne reviens pas avec ton discours sur la liberté. » Et c'est vrai que Charbonneau a été un des grands penseurs de la liberté, mais en disant que la liberté était pour lui comme un vertige, parce que la liberté, quand on pense jusqu'où elle va, elle conduit à la solitude, la liberté n'est pas possible. Alors comment la liberté peut-elle être un projet politique? Oui, alors c'est vrai que c'est fondamental hein, dans son œuvre. Il reprend en effet ce soi-disant poème hein, qui est raconté par Ivan là, dans les frères Karamazov. Et c'est vrai qu'il a beaucoup travaillé hein, sur la liberté, et en effet, il nous dit que Jésus a placé la barre trop haut, et le Christ, finalement, vient avec cet exemple hein, justement, à la fois quand même d'un miracle qui est accompli, mais le refus hein, de se présenter finalement comme un Dieu qui a réponse à tout, et qui laisse l'homme à sa liberté, notamment à sa liberté de croire ou de ne pas croire.
Ce qui est terrible, c'est-à-dire en effet qu'il est arrêté par le cardinal qui justement lui fait le reproche que vous venez d'indiquer. Et pour lui, ça pose la question justement de la liberté humaine, c'est-à-dire que l'homme se retrouve finalement face à son destin de bout en bout, et il est à la fois condamné, c'est ça justement une relation extrêmement, une tension extrêmement. Il a donc en effet une conception tragique de la liberté, parce que l'homme se retrouve finalement dans cette logique-là par la faute du Christ ou par la faute de Dieu, dans cette situation plus qu'inconfortable où il a en tant qu'homme le devoir de vivre et de penser en homme libre, et en même temps il touche du doigt l'incapacité dans le monde à vivre cette liberté. Et alors justement le progrès technique tel qu'il fonctionne la menace encore plus. Donc il nous montre, et ça il ne nous donne pas l'échappatoire. Sur le plan politique, c'est autre chose. Il a d'autres réponses qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement plus simples, mais qui ne relèvent pas de cette question, qui là vraiment est une question purement existentielle, et puisque d'ailleurs son premier livre était sur l'État, mais en tout cas celui qu'il avait. Mais au même moment, il avait rédigé « Je fus », qui est son essai sur la liberté, et c'est complémentaire, puisque là, pour lui, la croissance de l'État, qui va avec la croissance de la technique et de la science, menace justement la possibilité de la liberté. Donc, alors, il a été effectivement, alors là, un peu comme Ellul, une critique radicale de la civilisation industrielle. Alors, il a écrit sur les méfaits du tourisme, de la voiture, de la technique, de la ville. Alors, au-delà de toute cette critique un peu radicale, quel était vraiment son projet politique ? Alors, son projet politique, c'était celui, et il y est parvenu de façon explicite par la suite, sinon qu'à chaque fois qu'il termine un livre, il y a, alors c'est pas énorme en nombre de pages, mais il y a quand même toujours des propositions très concrètes, parfois étonnantes, même dans sa critique de l'industrie touristique. Il est un des rares, et aujourd'hui il aurait quand même pas mal de difficultés avec des revendications écologistes et décroissantistes, à par exemple valoriser l'existence d'une résidence secondaire. Étant entendu que son argument, c'est de dire, ça peut être très compatible d'ailleurs avec une vision libertaire, ou en tout cas proudhonienne, c'est de dire, mais ce qui est important, c'est de l'habiter. Si c'est pour la mettre en location ou faire tourner les agences immobilières, c'est non. Mais à partir du moment où on a... Et en plus, c'est pas du luxe. C'est ce qu'il a fait lui d'ailleurs, parce que c'est deux petites maisons qui valaient pas vraiment... C'est une petite maison qui valait pas grand-chose sur le plan financier, mais il les habitait. Donc ce qui est important pour lui, justement, c'est ça. C'est d'habiter donc comme un vivant, comme un humain, etc. Et donc, le projet, il était finalement sensiblement le même que celui d'Ellul, c'est-à-dire avec des nuances, tel qu'il l'avait présenté avec Ellul en 1935 dans les directives pour un manifeste personnaliste. C'est instaurer une société, alors je résume la conclusion, c'était finalement la première proposition au XXe siècle d'une limitation volontaire de la croissance pour que l'homme vive. C'était faire en sorte que, en gros, il n'y ait pas pour le caricaturer. En plus, au passage, c'était l'interdiction de l'agence Havas et de la publicité. Pourquoi ? Pas pour le plaisir, mais c'était de dire qu'une société ne peut pas et ne doit plus tourner sur ce régime, sur cette espèce de fuite en avant à la course, à la consommation, à la production, à la consommation, etc. Donc il y avait l'idée d'une sobriété heureuse. C'était là pour le coup, là ils ont innové tous les deux, et toujours c'était créer une société à taille humaine, ce qui suppose aussi des petits groupes. C'est absolument pas transposable au niveau étatique. La seule subtilité peut-être, c'est qu'à un moment donné, il n'est pas très clair là-dessus, même si globalement il condamne. Il a pu écrire à un moment donné que peut-être un jour pour les écologistes, mais il l'a écrit en 80, donc en France les mouvements en 1980, il l'a même écrit en 79, le livre sort en 80, dans le Feu vert, que les écologistes devront se poser la question du parti, créer un parti écologiste. Je pense que par la suite, c'est pas vraiment
Non, non. Bon, grand penseur de la liberté, et puis dans votre livre, vous consacrez toute une partie à la mort. La mort étant un petit peu la limite infranchissable à toute liberté. Alors, quelle était la place de la mort dans sa pensée? Ah, elle est là aussi, elle est aussi inséparable que la question de la liberté. C'est-à-dire que, pour lui, c'est certainement d'ailleurs le seul horizon où tous les hommes se retrouvent. Donc, de ce point de vue-là, il est infiniment démocratique. Parce que c'est vrai qu'on lui a beaucoup reproché, à lui et à Ellul, mais encore plus à lui de développer un point de vue aristocratique. Ce à quoi il répondait, mais non, c'est comme le sel, hein, ou c'est comme le sel qui se dissout dans l'océan. Hein. Il se pensait là comme un individu comme les autres, et effectivement comme les autres, confronté à la question de l'angoisse suscitée par la mort. Je crois qu'il a eu d'ailleurs une formation de ce point de vue-là. Hein. Je crois que c'est parmi ses auteurs. Je pense que Pascal et Kierkegaard ont dû compter, hein, même si lui disait que, à la différence de son ami Ellul, qui lit par vice, comme lui, il va pêcher la truite par vice, il avait peu appris par la lecture. Bon, il a peut-être peu appris par la lecture, mais enfin, en tout cas, il a vraiment, c'est un des auteurs qui a vraiment... et il ne se présente pas du tout comme un philosophe, hein, mais qui a pensé en homme la mort, parce que pour lui, c'est la seule façon aussi de pouvoir éprouver la liberté, c'est la seule certitude de l'homme, et c'est à la fois, c'est exactement dans le même terme que la liberté, c'est le destin de l'homme, c'est ce qui fait l'humain. Et on peut, sans trop de difficulté, pouvoir dire qu'il serait radicalement opposé au projet transhumaniste, réellement, puisque c'est le mot incarnation. Et l'incarnation, eh bien, c'est la vie et c'est la mort, c'est les deux faces. Et la question de Dieu est là, elle est suspendue quand même pour lui. Patrick Chastenay, merci. Nous avons vu Ellul et Charbonneau qui étaient très proches. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'Ivan Illich, qui leur était contemporain, mais qui est un peu sur un autre registre.